Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Voilà, et en direct de votre centre Leclerc, la galerie Le Point d'Alençon, avec l'exposition de la victoire. On est en plein cœur de cette exposition, à peu près à la moitié, puisque nous allons être ici jusqu'au 14 mai, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et nous sommes le 7 mai. Je disais à l'instant que demain, ce sera le 8 mai. Et en 1945, c'était la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Donc ce jour du 8 mai 1945, l'Europe était délivrée du nazisme. La guerre se terminait en Europe, elle n'était pas encore terminée au Japon, dans le Pacifique, mais elle était terminée en Europe. Et ça, c'est un symbole très fort. Donc demain, nous nous souviendrons, nous commémorerons avec des cérémonies. À Alençon, ce sera une grande cérémonie à 10h30. Eh bien, nous y serons avec les jeunes, avec les élèves, hein, et nous serons donc présents pour rendre hommage à nos libérateurs, à celles et ceux qui ont fait que nous vivons dans un pays libre et dans un continent libre. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors, j'ai le plaisir, maintenant que je viens de parler de l'histoire un peu, j'ai le plaisir d'accueillir une historienne, une amie aussi d'Alençon, et c'est Françoise Gondret qui est à notre micro. Je vais lui demander de se présenter, parce que tout le monde ne sait pas encore qui est Françoise Gondret. Quand on n'a pas été dans le Calvados, près du pont de Bénouville, on ne connaît pas forcément la famille Gondret, mais enfin, je crois que beaucoup de nos amis vous connaissent, mais on va quand même faire un petit rappel. Bonjour Françoise. Bonjour Monsieur Bayard, je vous remercie beaucoup. Voilà, parlez dans le micro. Oui, et bonjour. ça nous permet d'abord de vous présenter, rappelez-nous finalement la famille Gondret, donc en quelques phrases. Il faut surtout spécifier qu'il s'agit de Thérèse et Georges Gondret. Ils étaient deux personnages qui se sont installés à Bénouville à l'époque, Oui. à Bénouville, près de ce petit pont, d'une façon anonyme. Mon père, Georges Gondret, était banquier. Il travaillait à la Lloyds Bank à Paris. Donc un anglophile depuis toujours, puisqu'il a commencé ses premières armes dans la banque en sa qualité d'adjoint du directeur du Crédit Lyonnais à Trouville. À cette époque-là, Trouville était un port qui a bénéficié de beaucoup d'échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Donc les Anglais venaient beaucoup à Trouville, d'où la construction de casinos et qu'ils appréciaient beaucoup, et d'où un certain nombre d'hôtels qui ont été construits à cette époque-là. Alors Thérèse Gondret, ma mère, est alsacienne. Ses racines plongent en Suisse au XVe siècle. Elle est d'une famille terrienne et elle a fait ses classes à Strasbourg en qualité d'infirmière. Ses diplômes acquis, elle est arrivée à l'hôpital américain à Paris. Cet hôpital américain a été construit après la guerre 14-18 par les Alliés. Et de ce fait, elle voyageait beaucoup. Elle voyageait beaucoup avec les aristocrates, parce qu'à cette époque-là, cet hôpital américain accueillait beaucoup d'aristocrates étrangers. Et de ce fait, elle voyageait beaucoup sur la Côte d'Azur. Et c'est de cette façon qu'elle a rencontré mon père, Georges Gondret, qui lui aussi se déplaçait souvent sur la Côte d'Azur. Donc voilà comment mes parents se sont rencontrés. La guerre venant, ils se sont installés à Dessin, dans ce petit café à Pegasus Bridge, et ils ont traversé l'occupation avec quelques difficultés, car leur profil posait quelques interrogations à certains dans le secteur, évidemment, mais ils ont réussi à passer au travers des gouttes. Pour le 6 juin, c'est-à-dire pour le débarquement, voilà. Le Major Award
avait pour instruction, donc le Major Award qui était responsable d'une compagnie chargée de prendre ces deux ponts de Ranville et de Bénouville. Il s'agissait d'un coup de main. En vérité, la 6e division aéroportée britannique devait opérer un formidable coup de main. 3 coups de main en même temps, c'est-à-dire le pont de Bénouville, la batterie de Merville et les ponts sur la Dive, afin de bloquer toute intrusion de l'ennemi vers l'ouest. Le retour des forces, évidemment, et protéger les plages, en quelque sorte, également. Voilà. Et surtout protéger les ponts, car les ponts étaient le seul moyen d'accès pour permettre aux troupes de passer, tant que la ville de Caen n'était pas libérée. Donc le Major Award, responsable de sa compagnie, 180 hommes, 80 sur le pont de Ranville et 90 à Ranville et 90 à Bénouville. Voilà. Donc le tout premier planeur était celui du Major Award. Et avant son départ, il avait pour instruction de protéger Georges Gondré et Thérèse. Donc ces deux personnages-là qui qui étaient des contacts premiers avec l'armée britannique. Pourquoi ? Parce que aussi, avant le 6 juin, il y a eu une longue préparation de terrain. Et Georges Gondré était une des clés, avec Thérèse, de culture germanique, parce qu'elle pouvait comprendre l'allemand et elle pouvait transmettre les informations qu'elle avait dans ce petit mouchoir de poche. Il s'agissait là, entre la Dive et le canal, d'un petit mouchoir de poche. Et c'est là que la 6e division aéroportée britannique devait opérer. Donc la 6e division, les parachutistes ne sont pas tombés du ciel comme cela. Il y a eu une longue préparation avant, avec des ingénieurs, avec des prises de photos aériennes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le Major Award avait pour instruction de préserver la vie de Thérèse et Georges Gondré, c'est-à-dire de prendre intact et le pont et le petit café. Oui, parce qu'il faut rappeler que le café se trouve juste à proximité du pont et que, de fait, ça a été la première maison libérée au moment du débarquement, dans la nuit, vers 1h du matin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au plus tard, à 1h du matin. Le planeur de John Howard est arrivé à minuit 16. Ce coup de main a été effectué en l'espace d'un quart d'heure. Et le temps de procéder au nettoyage alentour, car tout individu n'ayant rien à faire là, à ce moment-là, était forcément balayé. Et donc ce petit café a été entouré 3 fois par 3 unités, afin de protéger la vie de Thérèse et Georges Gondré. Pas pour le plaisir, mais c'est parce que les deux, ce couple-là, avaient encore une mission à faire. C'est-à-dire que dans les premières minutes, dans les premiers temps, Georges Gondré servait d'interprète et d'informateur, et Thérèse Gondré, infirmière, eh bien, elle s'est tout de suite mise au service du médecin qui a atterri dans le 3e planeur. Donc le rôle joué par vos parents, donc avant et donc au moment du débarquement, donc en tout cas au moment du 6 juin, dans cette nuit, avec la 6e division aéroportée britannique,
Alors il y a ce lien, puisque évidemment on ne pourra pas développer dans cette interview toute cette histoire, ça demanderait des heures, et pourtant quel bonheur et quelle passion nous avons à vous écouter, à entendre cette histoire. Mais il y a un lien, alors puisqu'ici nous sommes en plein cœur d'une exposition qui met en avant et à l'honneur les 177 Français du commando Kieffer, à quelques kilomètres, donc Rivabella, à Ouistreham, il y a le débarquement le lendemain matin, donc le matin du 6 juin, et il y a ces Français qui vont également donc, être associés aux Anglais pour la libération, la prise du casino, l'avancée dans les dunes à Ouistreham, et puis ensuite évidemment la percée vers l'intérieur des terres. Oui, absolument. Ils sont arrivés c'est-à-dire que la 3e division d'infanterie britannique qui était attendue pour le 9h du matin est arrivée beaucoup plus tard, car elle était bloquée par l'ennemi, les chars ennemis, en voulant percer vers l'intérieur des terres. Et vous parlez des commandos. Oui. Lord Lovat est arrivé, c'est lui qui était le général commandant tous les commandos à l'intérieur de sa brigade. Il avait une unité, c'est-à-dire les 4e commandos, commandés par le colonel Dawson, un Britannique. À l'intérieur de cette unité se trouvait celle des commandos Kieffer. Pourquoi ? Parce que Philippe Kieffer a eu l'idée de rassembler les Français qui ont eu le courage, par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition à l'époque, et nous en avons connu beaucoup. Certains, comme Gwen Bolloré, a vendu son cheval pour acheter une barque. D'autres sont montés sur un bateau. D'autres sur un bateau de commerce. Et puis d'autres sur un bateau de pêche. Et ils ont rejoint le général de Gaulle. Donc Philippe Kieffer a eu l'idée de rassembler les Français, 177 Français libres, parce qu'à l'intérieur, il y avait également un luxembourgeois, il y avait d'autres nationalités. Oui, je crois même des Allemands, Belges, enfin, oui, effectivement. C'est ça. Mais de langue française. Oui. De langue française, et les premiers à libérer le sol de France, à mettre le pied sur leur sol. Donc c'est là où est tout le symbole. Je parle pour les commandos. Bien sûr. Mais tout est symbolique dans cette affaire-là, puisque le café, le pont de Bénouville, qui va s'appeler le Pegasus Bridge, ça on peut le dire aussi, parce que finalement le nom qui est resté dans l'histoire, aujourd'hui c'est le Pegasus Bridge. Oui, absolument. Et le dernier exercice que le général Gell a ordonné avant le 6 juin s'appelait Pegasus, dans l'embouchure de l'Avon, en Angleterre. Donc tout ça n'était pas le fait du hasard. Et à entendre tous les récits, parce que j'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai grandi parmi tous ces hommes. J'ai eu le grand privilège de suivre très tôt le Staff College qui venait régulièrement. Qu'est-ce que c'est que le Staff College ? C'est l'école militaire britannique qui revenait régulièrement chaque année. Et le Staff College invitait pour ses conférences des anciens acteurs, des plus comme John Howard, et également le colonel Van Loo qui commandait la partie adverse, qui lui-même était basé à Vimont, et c'était très intéressant pour moi de l'entendre nous expliquer qu'il n'a pas eu d'ordre avant 15h de l'après-midi. Mais entre le matin et 15h, il y avait quand même des unités locales qui tentaient de se défendre.
Et je peux vous dire que le général Gell, arrivé à 10h du matin au pont de Bénouville pour voir si tout est inspecté, voir si tout s'était bien passé, le général Gell est resté jusqu'à 20h. Et il était si inquiet que le déroulement ne soit pas aussi précis qu'il le souhaitait. Et oui, l'affaire n'était pas gagnée d'avance, en tout cas loin de là. Non. Oui. Alors, vous êtes, Françoise Gondret, donc une enfant finalement de la libération. Votre existence a commencé avec cette histoire. Vous étiez pratiquement, donc, vous êtes né donc, juste à la libération, et finalement, ça a marqué votre vie, cette histoire familiale. Je suis née le 3 novembre 1944. La guerre battait encore son plein. Et oui. Le 3 novembre 1944. Et le colonel Harvey, médecin-colonel, qui commandait l'unité médicale pour Ranville et Bénouville, a eu une autorisation spéciale de ses hiérarchies pour revenir assister Thérèse Gondret à Pegasus Bridge. J'aurais pu naître à un autre endroit, mais pour le symbole, ils ont voulu que je naisse à Pegasus Bridge. Lorsque mon père est décédé, en avril 1969, cet événement a créé un immense retentissement dans le monde combattant. Et j'avais 24 ans. Les officiers sont venus immédiatement vers moi. Ça m'a beaucoup troublée, car j'étais la plus jeune. J'étais la plus jeune, effectivement. Et ça m'a beaucoup troublée. J'ai ensuite rencontré le général Gell et je lui ai exprimé mon désir de sauvegarder cette histoire. Immédiatement, le général Gell m'a été séduit. Il est devenu tout de suite président et nous avons ensemble, avec les acteurs du 6 juin, qu'ils soient français ou britanniques, car dans notre association, nous avons créé une association pour la sauvegarde de l'histoire de la 6e division aéroportée, mais qui comprend aussi l'histoire des civils français, conscients ou inconscients, dans le secteur, qui ont beaucoup œuvré pour la réussite de cet immense coup de main. Alors qu'on oublie souvent d'ailleurs d'en parler de cette action des civils ou même de la résistance locale, effectivement. Oui, absolument. Ces civils ont rempli une mission essentielle, et avant, pour la préparation, et pendant, car ils ont rendu beaucoup de services. Les agriculteurs ont donné de la nourriture, ont participé à des soins, aux soins délivrés aux blessés. Ils se sont tous dévoués pour rendre service. Et puis, ils ont continué leur mission de renseignement. Ça, c'était très important. La guerre n'était pas finie. Pour les Britanniques, absolument. Et la 6e division aéroportée est restée jusqu'au 17 août. Caen a été libéré le 19 juillet. Oui. Et jusqu'au 19 juillet, on était tout à fait incertain. C'est pourquoi il fallait préserver cette zone. La 6e division est partie le 17 août et elle a poursuivi son chemin, si je peux m'exprimer ainsi. Le chemin de la reconquête, évidemment, jusqu'à jusqu'à Pont-Audemer. Oui. Jusqu'à Pont-Audemer. Elle a balayé en ligne droite. Elle a balayé de la côte jusqu'à la route de Lisieux.
Alors c'est vrai que Françoise, nous évoquons avec vous et évidemment nous allons être forcément très rapides et nous n'allons pas tout dire, nous ne serons pas exhaustifs, mais il y a ce livre. Alors cet ouvrage que vous avez signé, Pegasus Bridge, le pont de l'espoir. Alors cet ouvrage rend hommage à la 6e Airborne britannique, la 10e division aéroportée, mais évoque justement son action. J'allais dire jour après jour, hein, beaucoup de choses évidemment sont évoquées. C'est un livre d'histoire et c'est aussi un livre pour vous très fort puisque ça rappelle des personnages, des hommes, des grands hommes, des libérateurs qui pour certains n'ont pas survécu à la guerre, pour d'autres vous les avez bien connus, mais qui ont qui ont écrit cette histoire. Donc c'est vraiment un grand livre et c'est un grand livre qui évoque justement aussi un moment décisif de la bataille de Normandie. Eh bien, j'ai pu écrire ce livre-là avec les archives que nous possédons. Ce sont des archives tout à fait authentiques. Et j'ai eu l'immense privilège de recevoir l'enseignement du général Gell. J'ai pu écrire ce livre-là parce que pendant de nombreuses années, j'ai reçu des témoignages, j'ai eu des correspondances personnelles avec les uns et les autres, aussi bien français que britanniques. Dans nos archives, nous avons par exemple un commando numéro 4 qui remercie Thérèse Gondré, un témoignage qui remercie Thérèse Gondré lors de la rencontre des Airborne et des commandos à Pegasus Bridge. Je parle bien des commandos numéro 4 français. Le numéro 4 commando, voilà, Kieffer. Voilà, commando Kieffer. Il s'appelle Monsieur Orny, Joseph Orny. Il remercie Thérèse Gondré pour la très belle et bonne et juteuse tranche de jambon. Ah oui, alors ça c'est un souvenir savoureux. Oui, ainsi que du petit verre de champagne que Thérèse et Georges Gondré ont distribué symboliquement à ces Français. Oui, mais ça reste évidemment un geste fort. Oui, c'est très fort. Ah, bien sûr. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais des grands souvenirs de ces hommes. Il y a eu le général Gale, vous l'avez dit à l'instant, alors évidemment, la grande figure. Et il y a John Howard, le Major Howard, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Et puis il y a aussi Bill Millin. Voilà, ce sont des hommes que vous avez connus, que vous avez accueillis à de nombreuses reprises dans le Calvados et notamment à Bénouville. Oui, ils m'ont tous dit, ils m'ont tous raconté leur expérience au combat, qui est une expérience très dure. Ils m'ont tous confié beaucoup d'informations et j'en suis encore émue car je les ai bien connus et j'ai finalement écrit ce livre pour eux. Parce que pourquoi ? Sans de témoins finalement qu'ils vous ont transmis. Intuitu personné à titre de reconnaissance insigne. On peut voir la filiation entre Thérèse et Georges Gondré. Je suis née le 3 novembre 1944. Lorsque mon père est décédé, ils sont tous venus vers moi me remercier, tant au cimetière qu'à titre privé. Et ensuite, nous avons créé ce musée ensemble. C'est un signe très fort. Et le général Gell m'a toujours dit, Françoise, ce que nous avons fait n'est pas le fait du hasard. Nous avons réussi cette opération. C'est un miracle. Ça a été un miracle. Donc ces hommes avaient une foi transcendantale. Oui. La foi, alors qui revient souvent d'ailleurs dans nos discours, qui revient souvent dans les descriptions qu'on peut faire de ces soldats, animés par une foi effectivement alors transcendantale.
selon vous, mais c'est vrai que je pense que c'est un moment exceptionnel pour ça aussi. C'est ce qui animait ces hommes et c'est un parcours pas comme les autres, avec aussi des hommes pas comme les autres. Oui. Ça, je pense, transformait leur vie, mais ils étaient prêts à ça. Tout à fait. Je pense qu'ils ont bénéficié d'une grâce. Ils ont tressailli lorsqu'ils ont entendu l'appel du général de Gaulle. Ces hommes-là avaient 16 ans, 17 ans. Et le général de Gaulle lui-même était porteur d'un message. Il était porteur d'un message. C'est très important Il n'était pas seulement un chef de guerre, mais il était porteur d'un enseignement, d'un message. Et nous pensons qu'il a transmis son charisme à de nombreux hommes et à de nombreuses femmes, car des femmes aussi l'ont rejoint en Angleterre. Absolument, oui. Oui. Absolument. C'est vrai qu'alors, on a évoqué déjà, effectivement, ces Français libres, mais là, nous parlons aussi des Anglais, donc, qui ont été les libérateurs de ce secteur en grande partie. Alors, vos travaux ont donné donc cet ouvrage. Il y a également un album photo qui va sortir. Vous m'avez confié également à une parution à venir, là, très proche. Oui, pour compléter ce livre, qui est quelque part assez ardu. Je le complète avec un album photo. Et là, j'ai l'immense bonheur d'avoir la préface du grand chancelier de l'Ordre de la Libération, Fred Moore. Quel homme! Alors notre ami Fred Moore, on va avoir une pensée pour lui. Et peut-être nous écoutera-t-il pendant cette interview, mais quel bonheur, voilà, effectivement. Et vous avez également eu cet honneur d'être rencontré Fred Moore et qu'il accepte de préfacer donc cet ouvrage, cet album. Je suis patronnée par l'Ordre de la Libération depuis le début de mes travaux. En 1969, j'ai rencontré Étienne Bois-Lambert, qui était un compagnon de la Libération et grand chancelier de l'Ordre de la Libération à cette époque-là. Il m'a tout de suite offert le patronage de l'Ordre. Et depuis cette époque-là, l'affiliation ne s'est jamais interrompue. J'ai toujours vécu avec ces compagnons de la Libération. Je les ai tous connus pratiquement. Et là, Fred Moore il mesure bien a souhaité m'offrir cette préface. Eh bien, nous la lirons avec beaucoup d'intérêt, avec un grand bonheur. Et nous avons eu Fred Moore ici, notamment l'an passé, pour l'exposition de la Victoire, et nous pensons bien à lui. Alors, je rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent que Fred Moore est un Français libre de 1940. Il a rejoint le général de Gaulle à Londres en juin 40, mais il a ensuite été affecté à la 2e DB du général Leclerc. Là, je vais très vite, évidemment, sur son parcours, parce que tout ça passe par l'Afrique, mais la 2e DB de Leclerc. Et il a participé à la libération de cette ville. Nous sommes à Alençon, dans une ville Leclerc, grand Français libre, évidemment, un des plus purs parmi les compagnons du général de Gaulle, parmi les premiers. Et Fred Moore fait partie de ces hommes et il fait partie de ces libérateurs d'Alençon. Nous lui devons une reconnaissance particulière ici donc à Alençon et en Normandie. Et Monsieur Bayard, vous êtes vice-président de la Fondation de la France libre. Vous me faites un grand honneur de m'inviter à votre exposition que j'apprécie beaucoup et j'en suis très heureuse et même émue. Mais c'est ce qui nous paraît tout à fait normal, car nous sommes ici donc en Normandie et la mise à l'honneur d'ouvrages et la mise à l'honneur de personnes que nous apprécions nous paraît tout à fait normale. Alors,
Pour terminer, puisque c'est vrai qu'on pourrait parler, je le disais tout à l'heure, très longtemps, mais l'interview ne nous en donnera pas l'occasion. En tout cas, nous avons déjà balayé une bonne partie de cette histoire. Et puis le reste, on le découvrira dans le livre. Voilà, on va inciter les personnes, les lecteurs à venir vous retrouver. Vous allez dédicacer cet ouvrage sur notre stand. Et ça aussi, c'est vraiment pour nous, c'est un honneur. L'exposition de la Victoire, vous la voyez, vous la connaissez maintenant depuis 2 ans. Ces véhicules, ces collections, ces objets qui ont appartenu à des anciens du commando Kieffer, tous ces témoignages du passé, toutes ces traces de cette période, aujourd'hui, avec en plus la présence de l'armée, évidemment de la défense aujourd'hui, qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous dans cette exposition, que ce soit l'armée de terre, que ce soit la marine ou encore le 501e régiment de chars de combat. Qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui, plus de 70 ans après, à Alençon, dans un espace un peu insolite, mais finalement dédié comme ça à l'histoire et à la mémoire? Ce que vous faites, Monsieur Bayard, est formidable, car vous rappelez à la jeunesse actuelle et même à tous âges confondus, vous rappelez un moment exceptionnel que la France a dure d'une part, parce que la victoire ne s'est pas gagnée comme cela. Il y a eu d'immenses bombardements, il y a eu beaucoup de tués dans les 2 camps, hein. Dans les 2 camps, de nombreux civils, des villes qui ont été détruites. La France a mis du temps pour se relever. J'en suis tout à fait témoin. Les combattants qui revenaient après la guerre, revenaient en faisant un immense sacrifice, car il n'y avait pas d'argent après la guerre. Certains n'arrivaient pas à se réinsérer dans la vie civile et d'autres traumatisés sont morts rapidement. Les officiers sont revenus tenaient à patronner les pèlerinages, hein. Et très longtemps, ces pèlerinages se faisaient en famille avec les mamans, parce que la vie était très difficile, il n'y avait pas d'argent, et les mamans venaient en premier se recueillir sur la tombe de leurs enfants morts au combat. C'est une période qui m'a beaucoup marqué. Et Monsieur Bayard, je suis très reconnaissante que vous portiez ce flambeau haut et fort pour garder... Pour perpétuer l'histoire. Cette histoire, oui, absolument, cette histoire. Oui, car là, l'ennemi a été bouté hors de France. Alors j'ai l'impression qu'évidemment, nous la ressentons, cette histoire, nous ressentons l'importance de justement la transmettre, la faire connaître au mieux, notamment aux jeunes générations. Et je vous remercie, Françoise Gondret, vraiment de ce que vous venez de nous dire. Ça nous touche beaucoup, moi et toute l'équipe, évidemment, car tout se fait en équipe ici, avec la Fondation de la France Libre. Quel honneur pour nous d'appartenir à cette fondation qui est l'œuvre du général de Gaulle. Absolument. À partir du 18 juin 1940. Rappelons-le et n'oublions jamais, évidemment, cette naissance de la résistance française. Et puis, toute une équipe, évidemment, hein, qui travaille. Ça veut dire aussi des gens de toutes les générations. C'est un bon signe, hein, c'est encourageant pour l'avenir. Et puis moi, je veux aussi vous rendre hommage et redire ici à ce micro combien votre vie, la vôtre et celle de vos parents, a été marquée et dédiée à la transmission de la mémoire, finalement, de cette grande période exceptionnelle, comme vous la qualifiez donc à l'instant. Alors, continuons cette action, continuons ce travail, Françoise, si vous le voulez bien. Et puis, du fond du cœur, un grand merci d'être venu à Alençon pendant cette journée, à l'occasion de cette exposition de la Victoire 2016. Et à très bientôt à Alençon. On reste avec vous, le livre est là, il est disponible à la dédicace, donc pour les personnes qui souhaitent le lire, l'acheter et le lire.
Merci Christophe Bayard. Merci Françoise, et à bientôt. Oui, au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.